Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Le Royaume-Uni frappé par une attaque terroriste. Hier, un kamikaze a fait 22 morts, 59 blessés lors d'un concert à Manchester. Un attentat revendiqué par l'État islamique. En France, les réactions de solidarité sont nombreuses. Emmanuel Macron se prononce pour un renforcement de la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Analyse et débat à suivre. Coup d'envoi des consultations sur la réforme du Code du travail. Le chef de l'État a reçu à tour de rôle les partenaires sociaux à l'Élysée. Une première prise de contact avant de lancer la concertation sur l'une des priorités du quinquennat. Pour l'heure, le principe des ordonnances est maintenu et elle pourrait être ratifiée mi-septembre selon la CPME. Le détail dans un instant. Le groupe PS du Sénat sous pression, traversé par plusieurs courants, de ceux qui ont soutenu Benoît Hamon à Emmanuel Macron en passant par Manuel Valls. Ils s'affrontent tous pour le leadership du groupe et pourraient entraîner son éclatement. Les explications dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Politique360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. L'Europe de nouveau touchée au cœur par un attentat terroriste. Hier soir, en plein concert à l'Arena de Manchester, un homme a activé un engin explosif. 22 personnes sont décédées, dont de nombreux enfants. Emmanuel Macron s'est rendu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Un nouveau conseil de défense aura lieu demain. On l'écoute. J'ai eu l'occasion, il y a quelques heures, d'échanger avec Theresa May. Je lui ai exprimé ses sentiments. C'est donc avant tout ces condoléances, ce sentiment de solidarité et ce plein soutien que nous tenions cet après-midi à exprimer. C'est aussi notre volonté de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Nous serons déterminés et résolus aux côtés de l'ensemble de nos partenaires européens pour lutter contre le terrorisme partout sur notre continent. Et on écoute tout de suite la réaction du sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. Il était au micro de Tam Tranui. Oui, Roger Karoutchi, qu'est-ce que vous inspire l'attentat de Manchester qui a causé la mort de 22 personnes hier, dont de nombreux enfants, et qui a été revendiqué aujourd'hui par Daesh? Malheureusement, quelles que soient les mesures que l'on prenne depuis des années, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des attentats. C'est dramatique. Le terrorisme islamiste frappe essentiellement les lieux de culture, les lieux de rassemblement des jeunes, les lieux de musique, c'est-à-dire tout ce qui fait pour eux la civilisation occidentale. Donc il y a une condamnation évidente, une émotion partagée avec le peuple britannique qui a déjà beaucoup souffert, comme nous, en la matière, et puis la nécessité absolue de coordonner l'action de nos services pour faire en sorte d'éviter le maximum. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour assurer la sécurité de la France, lui qui a réuni la semaine dernière un conseil de défense, il dit qu'il en réunira encore un demain? En la matière, il n'y a pas de clivage politique. Moi, j'ai toujours voté ici tous les textes de Bernard Cazeneuve, par exemple, sur la sécurité, sur l'état d'urgence, sur le renforcement des services de renseignement. Bien entendu que je fais confiance au président de la République. C'est sa première responsabilité, faire en sorte que les Français soient en sécurité. On ne peut jamais assurer la sécurité complète. On peut toujours faire des efforts pour améliorer, mais il faut les faire. Que pensez-vous de sa proposition de constituer une task force anti-Daesh qui, 24 heures sur 24, auprès du président de la République, coordonnera les services de renseignement? Est-ce que ça manque aujourd'hui? Ça, je ne sais pas si ça manque. En vrai, nous avions déjà demandé à ce qu'il y ait une coordination des services de renseignement, à ce qu'il y ait une cellule un peu pilote pour ces services de renseignement et tous services de renseignement confondus en France. Appelons ça task force, appelez ça comme vous voulez. Le seul élément, il est extrêmement simple. Il faut des services de renseignement qui aient des moyens, plus de moyens techniques. Il faut des services de renseignement qui aient plus d'hommes. Et il faut des services de renseignement qui dépendent directement du chef de l'État. C'est ce que vous demandez au président de la République? C'est une évidence que c'est la première demande. Est-ce qu'il faut aussi renforcer la coopération européenne? Emmanuel Macron en a parlé tout à l'heure à l'ambassade. La coopération européenne a déjà beaucoup progressé depuis 2 ans. Mais on sait qu'il y a encore des services qui sont, comment dire, moins allants que d'autres pour participer à cette coopération. Il faut encore et encore renforcer la sécurité
et les services de renseignement, pas seulement au niveau européen, mais par exemple avec nos amis du Maroc, qui ont des services de renseignement très porteurs sur le Proche-Orient et sur Daesh, et avec tous les services de renseignement du Proche-Orient. Est-ce que ce n'est pas une coordination qui a manqué cette coopération européenne sur plusieurs attentats, hein, notamment en France ? C'est très difficile de dire ça, parce qu'on ne sait pas exactement. Par exemple, l'attentat de Manchester, tout le monde dit que c'est un acte isolé. Je n'en sais rien, attendons l'enquête. Mais c'est vrai que c'est d'abord les services de renseignement qui permettront d'éviter les attentats. On ne pourra jamais éviter tous les attentats, mais on peut en éviter un certain nombre. Il faut en éviter le maximum. Merci beaucoup, Merci Roger Carucci, d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. C'est donc l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais commise sur le sol anglais depuis les attentats de Londres en 2005. La cible a été choisie, un concert de pop auquel assistaient de nombreux jeunes. Samia Dechir. Moins de 24 heures après l'attaque, l'État islamique a revendiqué l'attentat de Manchester. Le groupe terroriste présente le kamikaze comme un soldat du califat. Décédé dans l'attaque, la police britannique pense avoir identifié son corps. L'attentat qu'il a perpétré a fait au moins 22 morts et 59 blessés. Il ne fait aucun doute que les gens de Manchester et de ce pays ont été victimes d'une attaque terroriste épouvantable. Une attaque qui a visé de nombreux jeunes de notre société et qui était froidement préméditée. Parmi les victimes, plusieurs enfants et sans doute beaucoup d'adolescents. Ils assistaient hier soir au concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la Manchester Arena. À la fin du concert, le kamikaze a déclenché un engin explosif. La détonation a provoqué un mouvement de panique dans la salle. Les gens autour de nous criaient, pleuraient. Il y avait des pères qui portaient des petites filles en pleurs. On est sorti de la porte principale, on est descendu et les gens poussaient dans les escaliers. C'était tout simplement le chaos. Dans son communiqué de revendication, l'État islamique menace de planifier d'autres attaques. En France, une circulaire a été envoyée au préfet pour renforcer la sécurité. Nous avons donné un certain nombre de consignes aux organisateurs d'événements sportifs, culturels, et évidemment, cette période de l'année, il s'en déroule beaucoup, de manière à ce que la protection de nos concitoyens soit partout assurée. L'enquête cherche maintenant à savoir si l'auteur de l'attentat a agi seul ou en réseau. Un homme de 23 ans soupçonné d'être en lien avec l'attaque a été arrêté aujourd'hui dans le sud de Manchester. Et on reviendra sur les enjeux de la lutte contre le terrorisme en Europe et les propositions d'Emmanuel Macron dans un instant. On en vient à présent à l'actualité politique en France, marquée par le début des consultations à l'Elysée sur la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron a reçu syndicats et patronat avant un premier round de négociations. Marie Brémaud. Il leur a accordé 1 heure à chacun. Une prise de contact entre le président de la République et les partenaires sociaux pour évoquer principalement la réforme à venir du Code du travail. Des premiers échanges qui visiblement se sont déroulés dans un état d'esprit constructif. Je l'ai senti aussi à l'écoute et en capacité d'écouter, en tout cas dans cette volonté-là. Mais vous savez, après, ça sera dans la suite des événements que l'on verra, on verra dans les faits en fait. La suite justement. Le chef de l'État a dit vouloir aller vite sur ce dossier et réformer par ordonnance. Un calendrier abordé notamment avec le secrétaire général de la CGT. C'est pas pendant que les salariés sont en congé qu'il faut s'occuper d'eux. Je pense notamment à la réforme, proposition de réforme du Code du travail. Il a eu l'air de comprendre. Et donc on verra, mais le calendrier a l'air d'avoir bougé. Mais l'Élysée, à la suite de cet entretien, a démenti toute prise de décision concernant l'agenda. Et sur le fond, beaucoup de questions demeurent en suspens. Du côté du patronat, on n'en démord pas. Il faut instaurer un plafonnement des indemnités prud'homales. Il faut tout simplement avoir un plafond. C'est de la raison. C'est d'ailleurs la plupart des peines sont plafonnées en général, y compris les peines de prison. Donc pourquoi on ne plafonnerait pas les prud'hommes? Je crois que c'est important si on veut recréer de la confiance et si on veut recréer de l'emploi. Mais cette mesure est une ligne rouge à ne pas franchir pour les syndicats. Ce sera donc concrètement au chef du gouvernement et sa ministre du Travail d'aborder les questions qui fâchent dans les jours qui viennent. Et autre chantier sensible pour l'exécutif, la réforme de la fonction publique. Le nouveau ministre Gérald Darmanin a lui aussi reçu les principaux syndicats de fonctionnaires, inquiets d'une baisse de leurs effectifs. Cécile Sixou.
Supprimer des postes, oui, mais y aller en douceur et discuter avec les partenaires sociaux. Voilà la méthode du nouveau ministre en charge de la fonction publique, Gérald Darmanin, qui compte tenir la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. C'est un engagement du président de la République qui sera tenu, qui sera tenu de manière non comptable, c'est-à-dire en discutant avec les syndicats. On ne supprime pas des postes des fonctionnaires, on supprime des postes de fonctionnaires. Ouais. Il faut voir avec eux comment on va moderniser la fonction publique. Et c'est avec eux qu'on le fera. Un nouveau ministre inflexible, la CGT totalement opposée à une baisse des effectifs. Attend de voir. Pour l'instant, le ministre se dit qu'il n'est pas dans une vision comptable, qu'il s'en défend même, etc. Il nous a redit son attachement à la fonction publique, mais ça, ce sont les discours que nous prenons en compte de monsieur le ministre. Autre chose sera de juger, encore une fois, ce que seront ces actes. L'autre inquiétude des syndicats, la disparition de leur ministère, désormais rattaché à Bercy et au compte public, et le signal que cela leur envoie. Les fonctionnaires sont une dépense. Là aussi, le nouveau ministre a voulu faire un geste. Il les a reçus à l'hôtel Cassini, l'ancien ministère de la fonction publique, et non à Bercy. Nous avons rencontré le ministre qui est en charge de la fonction publique dans des locaux qui ne sont pas ceux de Bercy. Je pense que c'était un choix qu'il assume et que nous avons noté en tout cas. Apaiser les tensions, désamorcer les conflits, voilà l'objectif du nouveau gouvernement qui s'attend déjà à une forte contestation sur la loi travail. L'onde de choc provoquée par l'élection d'Emmanuel Macron et la recomposition politique qui est en train de s'opérer a aussi des conséquences au Sénat. Le groupe PS est en proie aux divisions et la campagne pour les législatives ne fait que raviver les tensions. Sandra Cerquera. Des sénateurs socialistes au pied du mur, toujours divisés entre ceux qui veulent faire partie de la majorité présidentielle et les autres. Les échanges ont été vifs, mais le président du groupe préfère pour l'instant temporiser. Je ne sais pas, mais il ne s'agit pas de parler de la République en marche, de coalition ou je ne sais pas quoi. Là, nous sommes au groupe au Sénat. La question, c'est comment nous, les sénateurs, se positionnent dans l'hémicycle. Je crois que c'est aussi simple que ça. Pourtant, avec une quinzaine de candidats investis par le PS aux législatives, s'affichant déjà clairement pour la majorité présidentielle, difficile d'y voir clair. Une situation inacceptable pour Luc Carvounas. Être dans la majorité présidentielle, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que moi qui suis candidat aux élections législatives avec la bannière du Parti Socialiste dans la circonscription du Val-de-Marne, il faut aller voter pour le candidat En Marche qui est contre moi. Donc qui a deux maisons perd la raison. C'est totalement destructeur par rapport à la campagne que nous devons mener. Elle est difficile, elle est compliquée face à un parti, la République En Marche, qui n'a qu'une seule volonté, celle de nous éradiquer. Nombreux sont ceux qui réclament une clarification, y compris au sein du groupe PS au Sénat. On n'a pas voulu choisir, il va falloir choisir. Les frondeurs, l'aile gauche, oui, devra prendre ses responsabilités. Un vote des sénateurs socialistes devrait avoir lieu le 27 juin prochain, après les législatives, pour que chacun se positionne par rapport à la future majorité. Pas sûr que le groupe survive en l'état, alors que certains appellent à un groupe macroniste qui regrouperait aussi des sénateurs LR, centristes et radicaux. Et on retrouve Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Votre invité, Tam, le sénateur socialiste Jérôme Durain. Oui, Jérôme Durain, quand on voit les divisions de ce matin, est-ce que le groupe socialiste peut continuer à exister dans son périmètre actuel ? Je vous confirme qu'il y aura toujours un groupe socialiste au Sénat. Dans son périmètre actuel, sans doute pas, effectivement. Il y a des divisions très fortes entre ceux qui veulent être dans la majorité présidentielle, notamment le président du groupe Didier Guillaume et les autres dont vous êtes ? Mais il y en a qui considèrent effectivement que le Parti socialiste est mort, que la dilution du Parti socialiste dans le macronisme est inéluctable. Et puis d'autres pensent comme moi que de droite et de gauche, ça n'est pas la même chose, que être avec des ministres qui ont un passé hostile à toutes les lois qui ont été proposées dans le précédent quinquennat, ça pose problème et qu'il y a une vraie confusion dans la période et qu'il faut clarifier. Donc on est socialiste ou on est En Marche, ce sont deux appareils politiques concurrents. Et on voit bien qu'il faut choisir. Et quand vous voyez par exemple l'attitude de Benoît Hamon qui soutient le candidat communiste face à Manuel Valls, vous trouvez ça normal ? Je pense qu'on est dans une période de grande confusion. La question que vous me posez, moi, c'est sur le groupe socialiste au Sénat. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des socialistes qui attendent qu'on les soutienne. Parce que si on choisit d'être avec le président de la République, avec ses soutiens, on fait perdre des députés socialistes sortants ou des candidats socialistes aux élections législatives. Alors parmi vos grands sujets d'opposition avec les marcheurs, il y a la réforme du travail qui se prépare. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la méthode des ordonnances ?
Ouais, moi je pense que ceux qui ont aimé le 49.3 vont adorer les ordonnances. Et puis ceux qui étaient favorables... C'est passé au-dessus du Parlement ? Écoutez, on a considéré dans le précédent quinquennat que c'était un peu dur avec le 49.3. Les ordonnances, c'est encore plus violent. Donc pour ceux qui sont attachés à une forme de place pour la démocratie et l'échange et la concertation, il y a là vraiment une inquiétude forte. Il y a tout de même des débats au Parlement, alors des débats pour la loi d'habilitation, puis la loi de ratification. Une loi qui devrait intervenir, nous dit-on, au mois de septembre. Est-ce que ça ne va pas entrer en collision avec les sénatoriales, par exemple ? Écoutez, moi, sur ce sujet-là, tout pose problème pour moi. Le fond, puisqu'on a la loi El Khomri Empire avec la loi Pénicaud, ce qu'on nous annonce. La forme, avec les ordonnances qui sont encore plus dures que le 49.3. Le calendrier, cette volonté d'aller très très vite et de passer en force avant septembre. On voit que le président Macron veut aller vite, concerter, organiser une harmonie sociale, une concorde. C'est totalement incompatible avec un passage en force. Et effectivement, il y a le problème particulier des élections sénatoriales. Je trouve qu'il veut aller très vite en besogne et ça ne me paraît pas de bonne méthode. Merci beaucoup, Jérôme Durain, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. Et puis à noter, en bref, c'est le sénateur du Jura, Gilbert Barbier, membre du parti LR, qui a été élu président du groupe RDSE au Sénat. Il remplace Jacques Mézard, qui a été nommé ministre de l'Agriculture. Dans le reste de l'actualité au Sénat, les conclusions du rapport sur la démocratie participative. En plein débat sur la moralisation de la vie publique, les sénateurs formulent des propositions pour rapprocher les élus des citoyens. Nelson Jetten. Le temps d'une démocratie coopérative est le titre du rapport d'information présidé par Henri Cabanel et rapporté par Philippe Bonnecarrère. L'objectif, rapprocher les électeurs de leurs représentants. Je crois qu'aujourd'hui, les représentants que nous sommes dans la démocratie représentative ne suffisent pas à eux tout seuls, à travers une élection, de pouvoir décider pendant la durée de leur mandat. Il faut qu'ils coopèrent avec donc, les citoyens. La rédaction de ce rapport, entamé en décembre 2016, fait directement écho à la loi de moralisation de la vie publique, premier chantier du quinquennat Macron. À côté de cette culture de résultat et de cette logique de moralisation de la vie publique, nous pensons qu'il y a place pour un troisième volet qui est la manière de décider. Parmi les propositions, un recours aux consultations numériques ou à des panels citoyens, un renforcement du poids des pétitions citoyennes au Parlement ou encore la simplification du référendum local. Pour Marion Roth, qui a participé à la rédaction de ce rapport, la participation des citoyens se heurte à des problèmes de moyens. On note en fait un manque, c'est dans les collectivités de taille moyenne qui ont envie de mettre en place des démarches participatives mais qui n'ont pas forcément les budgets, les moyens ou les connaissances en termes professionnels pour se doter d'outils, de services et d'agents dédiés. Pas de hasard, ce rapport est publié à 3 semaines des législatives et compte bien influencer les futurs représentants. Le Royaume-Uni endeuillé par une attaque terroriste et c'est une nouvelle fois la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Europe qui est posée. Avant d'en parler avec mes invités, Saveria Lerojek nous a rejoint. Bonsoir Saveria. Que propose Emmanuel Macron en matière de lutte contre le terrorisme ? Eh bien tout d'abord, priorité au renseignement. Voilà ce que déclarait Emmanuel Macron, le candidat Macron en avril dernier. Le renseignement, c'est le moyen le plus efficace de prévenir tout acte terroriste. Le président veut donc créer un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Cette structure, elle planifierait toutes les opérations en associant l'intérieur, la défense ou encore les transports, la santé et l'industrie. Deuxième proposition Delphine, une task force anti-Daesh. Autrement dit, une cellule dédiée spécifiquement à la lutte contre Daesh. Elle serait placée directement sous l'autorité du chef de l'État et elle compterait entre 50 et 100 agents. Sur la question des Français qui reviennent de Syrie, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 700 Français en Syrie. Emmanuel Macron veut créer des centres d'accueil fermés pour recevoir les personnes radicalisées. Il faut être offensif sur le sujet, a d'ailleurs déclaré Emmanuel Macron. Néanmoins, attention, il rejette l'expulsion ou la rétention des fichiers S. Et puis enfin, le président met l'accent sur la coopération européenne. Il l'a d'ailleurs redit tout à l'heure à l'ambassade britannique. Il veut mettre en place une véritable coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, Saveria. On continue à analyser et à parler de cette question de la sécurité européenne avec mes invités tout de suite.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Tanguy. Bonsoir, vous êtes reporter au magazine RAID, auteur de 11 livres sur les forces spéciales et le RAID et auteur du blog Le Mammouth. Merci d'être avec nous. J'accueille également Kader Abderrahim. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur du livre Daesh aux éditions Erol. Première question pour vous, Jean-Marc Tanguy. On a vu que cet attentat a été revendiqué par Daesh. Il y avait eu déjà, en 2005, Al-Qaïda qui avait tué 56 personnes au Royaume-Uni. Il y a peu encore, le 22 mars 2017, une voiture bélier tué 5 personnes. Le Royaume-Uni est redevenu une cible de l'EI, selon vous ? De toute façon, très clairement, la Grande-Bretagne, comme la France, qui lutte contre le terrorisme activement au Proche-Orient, est une cible. Là-dessus, il n'y a aucune forme de surprise. Donc après, les Britanniques font exactement comme nous, c'est-à-dire le mieux qu'ils peuvent, à la fois pour traiter le mal à la source au Levant, donc c'est Daesh pour ce qui nous concerne, et évidemment pour se protéger le mieux dans notre pays. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, certes, Daesh revendique l'attentat de cette nuit, mais la France, elle est confrontée à des terrorismes, pas à un unique terrorisme. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'enlèvements de Français et d'attaques ont été faites et revendiquées par Al-Qaïda au Yémen, par Al-Qaïda tout court, c'est la version d'avant, et qu'il y a d'autres formes de terrorisme qui touchent l'Afrique de l'Ouest. On va y venir, mais si on s'intéresse à ce qui se passe à la fois sur le sol britannique et le sol français, vous diriez que c'est vraiment le mode opératoire qui a été, qu'on a pu voir cette nuit à Manchester, c'est vraiment la marque de Daesh, ce kamikaze qui se fait sauter en pleine salle de concert ? Il y a un modus operandi, ça fait déjà quelques mois que les consignes des dirigeants de Daesh sur les réseaux sociaux, sur Internet, demandaient à leurs militants de combattre partout où c'était possible, y compris évidemment sur le sol occidental. C'est ce qui se produit aujourd'hui, compte tenu du reflux militaire de Daesh un peu partout, en Libye, en Irak ou en Syrie. Évidemment, ils sont en train de se redéployer. Ce n'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est de voir la capacité militaire et la capacité de nuisance que conserve Daesh au-delà de son territoire, je dirais, naturel au Moyen-Orient. Et c'est quand même ça qui est extrêmement inquiétant. À très court terme, comment on va pouvoir gérer à la fois la lutte que nous menons là-bas au Moyen-Orient et en même temps continuer de tenter d'assurer la sécurité ici pour nos concitoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Marc Tanguy? On évoquait avec Saberia Rojek justement les propositions d'Emmanuel Macron, cet état-major permanent, cette task force justement pour cibler Daesh. Est-ce que ce plan vous paraît à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Oui, clairement, je pense que de toute façon, les gens qui ont conseillé Emmanuel Macron sur ces sujets du renseignement sont plus qu'à la hauteur, très clairement. Par contre, il faut attendre quel type d'effet ça va pouvoir générer. Ce qui est vrai aussi, c'est que je pense qu'il y a déjà beaucoup trop d'intervenants, donc en rajouter d'autres est peut-être pas une excellente idée non plus. Donc peut-être qu'en créant fiamment ces structures, c'est peut-être l'occasion aussi de rentrer dans le 21e siècle en matière de renseignement. Je pense qu'il y a une leçon aussi qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire quoi exactement pour vous, rentrer dans le 21e siècle? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France et à ses partenaires européens? On n'a malheureusement pas tellement de temps pour faire un exposé très exhaustif sur ce qu'est le renseignement français aujourd'hui. Mais il y a trop de services en France déjà qui font du renseignement ou prétendent en faire. Donc il y a un moment, il va falloir rationaliser ça un petit peu entre les différents ministères. C'est la première chose. La coordination en matière de services de renseignement au niveau européen, je comprends le message que veut délivrer le président, mais derrière tout ça, il y a une réalité qui malheureusement n'est pas toujours dans la coopération. Chacun a un peu sa culture et chacun garde un petit peu ses informations pour lui. Même s'il y a de léger mieux, ça c'est vrai, vu que le terrorisme frappe tout le monde aujourd'hui, évidemment l'intérêt c'est de limiter ces attaques et il y a des échanges un peu plus qu'avant, mais pas suffisamment. Et les procédures de transfert de prisonniers ne sont pas suffisamment non plus assez rapides, on va dire. Et on l'a bien vu à travers un certain nombre de suspects qui ont pu s'échapper en 2015, passer des frontières. Il y a beaucoup trop de porosité. Là encore, les systèmes d'information ne sont pas assez fluides. On en sait peu pour l'instant sur le tueur qui s'est fait sauter à Manchester. Est-ce qu'il y a aussi des foyers de radicalisation qui existent au Royaume-Uni, comme on a pu le voir en France ou encore en Belgique? J'aime pas trop ce terme de radicalisation, je ne sais pas très bien ce qu'il recouvre, mais en tout cas, c'est vrai que depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous d'ailleurs, les Britanniques étaient confrontés d'abord parce que leur système social était celui du communautarisme, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça un empilement de communautés étrangères qui pouvaient vivre à côté d'eux et pas être réellement intégrés dans la société britannique. Donc, c'est le modèle britannique, on peut le critiquer, le déplorer, etc., mais c'était leur modèle culturel. Aujourd'hui, j'ai la sensation
informations quand même qui sont en train de revenir là-dessus, mais pour autant, aujourd'hui, la question centrale, je suis toujours frappé et surpris de voir les réactions de nos dirigeants politiques, attentat après attentat, de dire on va rajouter, on va faire plus. Ce que vient de dire à l'instant Jean-Pierre Tanguy, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, quelqu'un pose la question de savoir comment on peut traiter à la racine, la source de cette question-là. Il y a quand même des questions qui sont fondamentales, il faut les aborder. Et il faut pouvoir les traiter parce que là, de toute façon, nous serons toujours condamnés à réagir. C'est toujours le terroriste qui a l'initiative. Et donc, nous pouvons agir sur les origines et sur les causes profondes qui conduisent des dizaines de milliers ou des millions de personnes à être soit sympathisants, soit passer à l'acte et devenir des terroristes. La question centrale, on est quand même extrêmement frappé, choqué de voir le revirement, par exemple, du président Trump lors de son voyage en Arabie Saoudite du week-end dernier et délivrer un extraordinaire brevet de moralité à ce régime saoudien qui est l'un des principaux responsables du terrorisme aujourd'hui, après avoir diffusé partout dans le monde musulman le wahhabisme. Et donc, il faut se poser cette question-là, c'est une question fondamentale, et puis tenter de sortir de nos contradictions diplomatiques. Ça prendra évidemment du temps, mais si on n'aborde jamais les problèmes de fond, on ne réglera jamais les questions sur le fond, et on sera toujours condamné à réagir. Ouais, on a vu aussi les conséquences en France, hein, Jean-Marc Tanguy. Malgré l'état d'urgence, on a vu des consignes au préfet. Il y aura un conseil de défense demain. La France aussi est toujours sous cette menace, avec un risque élevé d'attentat. Très clairement, la ministre des Armées l'a redit elle-même en visitant le dispositif Sentinelle, qui sécurise la France depuis les attentats de 2015, dans la foulée de l'opération Vigipirate. La menace reste à un niveau très très élevé. Donc c'est pas juste une formule. Je pense que les Français n'ont pas encore mesuré l'ère dans laquelle on a basculé, mais pas forcément en 2015. Hein. Bien avant, il y a juste des avant-signaux qu'on n'avait pas voulu voir, parce que c'est sûr que ça peut-être trouble notre façon de faire les courses, la manière dont on dépose nos enfants le matin à l'école. Mais c'est bien. Quel doit être le rôle de l'armée, puisqu'on voit l'opération Sentinelle dans les écrans derrière vous? On a le sentiment qu'on est peut-être déjà au maximum aussi de nos capacités, alors qu'on apprend que l'auteur de l'attentat a été identifié comme Salman Abedi, 22 ans, selon les autorités policières britanniques. La vocation des armées, il faut bien le comprendre, c'est de jeter des dispositifs de sécurisation sur des points centraux, comme c'est le cas actuellement sur le Festival de Cannes, ou des grands sommets en fait internationaux en France. Donc c'est faire du ponctuel. Elle l'a fait aussi au début de l'opération Sentinelle, parce qu'il y avait une urgence et pas assez d'effectifs. Après, c'est pas la vocation de l'armée de terre, ou plus globalement des armées, que de rentrer dans une protection dans la durée. Elles ont autre chose à faire. Leur métier, c'est de défendre les intérêts français là où ils se trouvent. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez une grosse opération qui continue au Sahel. Emmanuel Macron est allé voir les militaires qui l'amènent il y a quelques jours, et que pour ça, il faut des moyens. Et si j'avais un message de réalisme à faire passer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas rendu compte que la lutte contre le terrorisme coûte de l'argent, que pour l'instant, on ne paie pas les additions. Et là, on parle de budget. Kader Abderrahim, on aura effectivement un œil sur ces questions régaliennes, sur l'action à l'international d'Emmanuel Macron. Qu'en attendez-vous ? Vous disiez justement qu'il fallait traiter ce problème de terrorisme aux sources. C'est un grand mystère, hein. Il n'a pas dit grand-chose pendant la campagne. Son entourage n'est pas encore totalement constitué. Pour le moment, c'est un grand mystère. Je ne vois pas très bien quels pourront être les contours, si ce n'est peut-être s'inscrire dans ce qu'on appelle, par cette formule pour définir de manière très globale ce qu'est notre doctrine diplomatique et le gaulo-mitterrandisme. Hein. C'est-à-dire, en gros, on préserve et on tente de préserver nos intérêts partout où c'est possible, mais on assiste de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, à la militarisation de notre diplomatie. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que précisément, on est en train d'assécher notre réflexion diplomatique et la manière dont, à long terme, on peut continuer à la fois à aménager certains de nos intérêts au Moyen-Orient. J'ai cité le cas de l'Arabie Saoudite, hein, il ne faut pas être naïf. Ça prendra sans doute du temps de se dégager de cette proximité, mais en même temps construire et penser au siècle qui vient, où on voit bien que c'est plutôt l'Asie, puisque c'est celle qui tire la croissance mondiale, sur laquelle la France devra se concentrer, parce que nous aurons intérêt à être présents sur ce continent qui est celui de l'avenir. Bien, merci beaucoup Kader Abderrahim. Merci à vous Jean-Marc Tanguy pour vos éclairages. Fin de cette édition. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir le nouveau ministre de l'Agriculture, ancien sénateur Jacques Mézard. Bonne soirée, à demain, 18h.